Ta mère est une aventurière, le podcast des darons badass. D'apprendre à lâcher prise, ça amène beaucoup de petites belles choses du quotidien en fait, qu'on voit pas forcément quand on est sur un plan tout tracé. Salut, moi c'est Emma, coach équipière de Projet Badass. J'accompagne les créateurs d'aventures dans leur concrétisation, que ce soit côté pro, création de podcast ou vie perso. Dans ce podcast, au fil des épisodes, tu entendras le témoignage de mères aventurières et je partagerai avec toi mes inspirations, mes expériences et mes tips pour construire le projet aventureux de tes rêves. J'espère que tu vas te sentir inspirée et motivée. Allez, c'est parti, on y va. Début février, je me suis entretenue avec Amélie. Elle m'a parlé de sa manière de glisser l'aventure dans son quotidien avec ses enfants, de faire des petits riens, des petits tout, des instants pépites. Nous avons abordé ses accouchements, sa manière de les accueillir et ses vœux pour sa grossesse qui commençait tout juste. 6 mois plus tard, je te laisse découvrir son récit. Salut Amélie. Salut. Je suis contente d'être avec toi pour enregistrer cet épisode de Ta mère est une aventurière. On est là pour parler donc de l'aventurière que tu incarnes. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et avec les mots que tu as envie d'utiliser pour te définir un peu aujourd'hui? Ok, donc je m'appelle Amélie, donc j'ai 31 ans, bientôt 32. J'ai 3 enfants du coup, Lucie qui a 7 ans, Maëlle qui a 4 ans et Noé qui vient tout juste d'avoir 1 an. Je suis maman au foyer principalement et photographe aussi. J'ai ma micro-entreprise de photos et je fais de la photo de famille, d'amour, de maternité, de tout ce qui me parle ces dernières années. Et qu'est-ce que c'est l'aventure pour toi? Comment tu pourrais... qu'est-ce que ça représente pour toi l'aventure? J'ai l'impression en fait dans ma vie de tous les jours que c'est vraiment... ça peut être vraiment chaque jour dans des petites choses simples en fait. C'est vraiment au jour le jour, s'adapter aux choses comme elles viennent, avec qui on est, avec ce qu'on a comme bagage sur le moment et voilà, vraiment pour moi je vois de l'aventure dans tout, dans la maternité carrément tous les jours, genre 1000 fois par jour, s'adapter, se réadapter, se réajuster, voilà. Donc oui, je le trouve vraiment partout, particulièrement dans ma maternité depuis 7 ans, mais j'ai l'impression que c'est tous les jours dans beaucoup de choses. Et ce que j'entends beaucoup là dans ce que tu dis, c'est que une valeur que tu pourrais y mettre, ce serait l'adaptation. Oui, le réajustement, l'adaptation, oui. Savoir réaligner. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs pour toi dans l'aventure et dans l'aventurière que tu incarnes? Il y a la résilience, la bienveillance, rester connecté aux émotions. Je te disais tout à l'heure, je t'en parlais, c'était à qui on est et à ce qu'on a comme bagage sur le moment, et c'est ok en fait de pas toujours faire comme on voudrait faire, de projeter des choses qui se passent pas comme prévu, et il faut juste savoir après pouvoir remettre des mots dessus et réajuster, réaligner en permanence. Donc oui, ça va être la bienveillance, ça va être rester connecté à ses émotions et aux émotions de l'autre en face, et voilà. Avec la petite notion d'imprévu. Oui. D'accueil de l'imprévu. Oui. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de lâcher prise, la maternité, et du coup, l'aventure aussi, en fait, parce que c'est le propre de l'aventure, c'est de pas savoir, ce qui va se passer, et de pas avoir quelque chose de tout tracé, et ça demande beaucoup de lâcher prise, parce qu'on a forcément des visualisations, des projections de choses qu'on voudrait. On voudrait arriver à l'heure, on voudrait que ça se passe bien, on voudrait que le petit déjeuner se goupille bien, et puis pour une raison X ou Y, tout part en live. Et c'est ça qui est chouette aussi en fait, d'apprendre à lâcher prise. Ça amène beaucoup de petites belles choses du quotidien en fait, qu'on voit pas forcément quand on est sur un plan tout tracé. Ouais, de s'ouvrir à ces merveilles là, quoi.
C'est ça, c'est ça. Toi, l'aventurière, comment est-ce que ça se manifestait dans ta vie avant d'avoir tes enfants? Alors, ça a été beaucoup au travers ma grand-mère, de ma grand-mère paternelle que j'ai perdue il y a 2 ans, qui était pour moi une pionnière. Enfin bon, ma grand-mère, elle avait 8 ans d'avance sur les femmes qu'on peut être aujourd'hui. Ma grand-mère, elle était libre déjà. Elle accueillait vraiment, comme je te disais tout à l'heure, cet imprévu, ben là il se présente ça, je le fais, et parce qu'on sait pas si ça va se représenter demain. Et donc en fait depuis toute petite elle m'a embarquée dans ces épopées. J'ai des souvenirs enfants où elle me réveillait à 6 heures du matin en me disant allez vite, on se prépare, on va prendre le train, on va se balader, et on allait dans une autre ville pour 2 jours, et avec juste un t-shirt et un rechange dans un sac, et c'était génial. En fait on partait vraiment littéralement à l'aventure, et sans vraiment savoir ni où on allait dormir. Il n'y avait pas de plan tout tracé, ça se faisait tout à la dernière minute, et c'était trop chouette. C'est des souvenirs géniaux que j'ai, et donc c'est beaucoup elle, je pense, qui m'a transmis ça. Et donc c'est vraiment au travers d'elle avant que je pouvais vivre l'aventure. Et l'aventure que j'étais quand j'étais jeune, ben c'était avec elle. Et ensuite, j'ai eu mes enfants, et ce sont eux qui m'ont clairement tout appris. Voilà. Une transmission transgénérationnelle de l'aventure. C'est ça. C'est ça. Et ce côté-là, du coup, de partir un peu sur un coup de tête, pas forcément loin, pas forcément longtemps, mais de mettre de l'aventure saupoudrée comme ça partout dans ta vie, c'est quelque chose que tu essayes d'entretenir? Alors j'essaye d'adapter, j'essaye de faire en sorte de pouvoir le voir déjà dans la vie du quotidien, parce qu'on ne le voit pas forcément quand on est dans un plan, comme je te disais, tout tracé. Mais ça se présente moins quand on a 3 enfants, dont 2 en bas âge. Forcément, ça demande plus de logistique. Mais je me rappelle de fois où on s'était dit avec mon mari, allez là, on les amène à tel truc, et on fait ça, et où en fait, ben ça s'est pas du tout passé comme prévu. Et c'était beaucoup plus chouette en fait d'accueillir cet imprévu-là, et de se dire, ben en fait, on a passé vraiment un meilleur moment en faisant ça que ce qui était prévu à la base. Et donc oui, forcément, c'est beaucoup moins, mais c'est des choses que j'essaye de faire et de mettre en place de temps en temps, oui, mais sans le vouloir finalement, puisque c'est ça, c'est accueillir le truc comme il vient, et c'est chouette, ça crée les meilleurs souvenirs, j'ai l'impression. Ouais, c'est des petites pépites dans le quotidien. C'est ça. C'est ça. Toi, du coup, c'est ta grand-mère qui représente vraiment Oui. ton archétype un petit peu de l'aventurière. Oui. Après, il y a beaucoup aussi de personnalités publiques, beaucoup de femmes qui se lèvent aujourd'hui, voilà, contre plein de choses, qui me prennent aussi moi, enfin voilà, qui résonnent aussi pour moi. Je pense à tous ces progrès qu'il y a eu sur l'avortement, sur les droits des femmes, enfin voilà, je pense à toutes ces femmes notamment qui se lèvent pour nous tous les jours. Donc oui, forcément, elles en font partie. Mais dans mes proches, de personnes que j'ai pu toucher et atteindre de près, oui, c'était clairement ma grand-mère. Ouais. Est-ce que toi, dans des changements de vie ou dans des projets que tu as menés, tu t'es senti vraiment, tu t'es senti à des moments particuliers incarner justement le côté adaptation, le côté, oui. Tu vois, ces valeurs-là que tu mets toi derrière oui. L'archétype de l'aventurière. Eh ben j'ai trois gros, on va dire, événements. Quand j'ai eu 14 ans, on a déménagé au bout du monde avec ma maman, mon frère et mon beau-père. Donc j'ai dû quitter mon papa, tous les amis que j'avais de l'époque, et partir littéralement à l'autre bout de la terre, donc en Nouvelle-Calédonie, donc 22 000 kilomètres. Voilà, dans un pays que je connaissais pas, avec une culture totalement différente. Donc là, c'était vraiment un choc, on va dire. J'ai dû beaucoup m'adapter, et j'ai beaucoup appris, et ça m'a énormément apporté de faire ça, et je l'ai fait en sens inverse.
Du coup, je suis partie à 18 18 ans et demi, juste après mon bac, pour suivre mon conjoint de l'époque. Donc j'ai quitté du coup mon beau-père, mon frère, ma sœur, ma maman, et je suis revenue du coup en France. Donc là, il y a eu une seconde adaptation qui a été aussi brutale que la première, si ce n'est plus, parce que je pense que du coup j'avais idéalisé dans ma tête d'enfant ce que ça pouvait être la France, ce que ça pouvait être la culture, etc. française, et en fait ça s'est pas du tout passé comme je le pensais. Donc encore une aventure. Et puis quand même, je pense que la dernière en date est la plus difficile et à la fois celle qui m'a apporté beaucoup, c'est le divorce avec mon premier conjoint, le papa de ma fille, qui a été assez violent et qui m'a demandé beaucoup de jongler avec mes propres émotions, celles de ma fille, celles des personnes autour, de la famille, des déceptions des uns des autres. Ça m'a demandé beaucoup de mettre en pratique toutes ces valeurs-là et tout ce côté-là. Et quand on arrive au petit sommet de la colline, ben on se dit ouais, ok, c'était il y avait des vagues, c'était bien mouvementé, mais on l'a fait. Donc voilà. Oui, c'est un passage qui demande de la résilience et qui t'a demandé tout ça. Complètement. La résilience, effectivement, c'est le maître mot, mais il y a beaucoup aussi d'acceptation de la chose, et puis finalement de rejet à certains moments, puis d'autres, allez non, on réaccepte, effectivement c'est comme ça, et ben je peux agir sur mes émotions, je peux agir sur ce que moi je pense, je peux agir sur ce que je vais faire maintenant, mais je peux pas avoir d'action sur ce qui est passé, ni même sur un futur trop lointain. Donc en fait l'idée c'est vraiment de s'adapter au jour le jour, et avec une petite fille en plus à transporter dans ce bagage. Donc voilà. Ouais, ça devait être accueillir toutes ces émotions, ça devait être un beau challenge. Oui. De chaque jour, quoi. Oui. Donc t'es devenue maman, donc d'abord de cette petite fille. Tout à fait. Est-ce que pour toi la maternité s'est présentée d'abord comme une aventure ou pas? Ah oui. Puis ça l'est resté depuis, et je pense que ça le sera vraiment toute ma vie. Parce que quand on a des enfants, c'est à vie. Et déjà, je pensais pas que la maternité aurait une place aussi importante dans ma vie. Et clairement, aujourd'hui, c'est le centre de mon monde et de ce que je fais et de ce que je fais rien, et je ne pense rien, je ne dis rien sans penser à ce côté-là de moi. Et puis oui, c'est de l'inconnu au début, mais même un deuxième en fait c'est de l'inconnu, et un troisième aussi, et chaque enfant est différent et vient avec qui il est aussi, et donc c'est constamment de l'aventure, et c'est chouette. Dans quels aspects de la maternité tu retrouves ce côté justement le côté aventurière, avec donc tu nous as parlé de le côté adaptation, de la résilience, de l'accueil des émotions. J'ai l'impression que toute personne qui ait des blessures passées ou pas, déjà a son histoire, et a eu un parent aussi ou deux parents qui a eu quand même des empreintes, des choses à déconstruire pour ce qui nous plaît pas, à garder pour ce qui nous plaît. Donc il y a déjà à se réajuster soi-même, à s'ajuster à l'enfant ou les enfants qu'on a en face, mais il y a aussi beaucoup de challenges dus à la société. Moi j'ai allaité beaucoup mon deuxième, et ça a été un vrai parcours du combattant. C'est-à-dire que mon fils est né prématuré à 35 semaines, donc c'est pas un grand préma, mais c'est quand même un prématuré. Et il y a eu beaucoup de bâtons dans les roues du coup par rapport à ça. Mon fils, il était prévu en accouchement à domicile avec une sage-femme libérale. Forcément, il est arrivé avant, donc j'ai dû me rendre à la maternité. J'ai eu beaucoup de chance. Mon projet de naissance a eu vraiment
a vraiment parlé à la sage-femme qui était là ce soir-là, et elle a vraiment respecté tout ce qu'elle avait pu respecter. J'ai eu énormément de chance de ce côté-là, mais l'après a été un enfer. Moi, j'ai voulu sortir en anticipé pour que ma sage-femme puisse me suivre à la maison. Mon fils prenait mal le sein, donc du coup, il prenait pas de poids. Puis c'était un prémat, du coup, ils étaient pas contents du tout. J'ai franchement pensé que j'allais finir avec les services sociaux derrière, quoi. Et du coup, finalement, je l'ai allaité 33 mois et demi. Mais ça a pas été de tout repos, parce que vraiment je suis passée partout, quoi, par les mastites, par la candidose, par la baisse de lactation, par les refus, par le fait que mon fils ne voulait pas manger autre chose que ça, enfin, par rencontrer un médecin qui était de base mon médecin de famille, qui m'a dit, je crois que mon fils avait peut-être 14 ou 15 mois, il avait un peu cassé sa courbe de poids, il m'avait dit faudrait peut-être penser à lui donner du vrai lait. D'accord. Du coup, j'avais changé de médecin assez rapidement. Voilà. Mais du coup, ça m'a demandé de revendiquer des choses qui me semblaient de base de la sphère perso, en fait. Juste, je nourris mon enfant, en fait. Je me pose pas la question de... Voilà, je nourris mon enfant, comme tout le monde, en fait. Et ça m'a demandé de revendiquer, de me battre, d'avoir des réflexions qui n'avaient pas lieu d'être, qui étaient déplacées, qui étaient blessantes, et ça m'a demandé aussi de me dire, attends, pourquoi ça vient me percuter d'abord? Ok, parce que c'est pas une phrase gentille, d'accord. C'est pas une phrase gentille, je suis hypersensible, ok, ça vient me percuter, très bien. Maintenant, j'en fais quoi de cette phrase? Est-ce que je réponds par l'agressive? Est-ce que je réponds par de l'information? Donc ça m'a demandé beaucoup de remise en question, pour au final me dire, en fait, de toute façon, je fais ce que je veux, et que ça leur plaise ou non, c'est mon fils, c'est moi sa mère, et je le nourris et je l'éduque comme je l'entends. Et ça a été des réflexions aussi sur le cododo, sur la parentalité en conscience. Alors je ne dis pas bienveillante, mais c'est par choix, c'est parce que je veux pas le mettre en opposition à malveillant. Aucun parent n'est malveillant par choix, et on peut pas toujours être dans la vraie vie, on peut pas toujours être en pédagogie Montessori, tout va bien, on n'a jamais crié, on n'a jamais levé la voix, enfin, on l'a tout fait, et on le fera encore, et on a nos propres émotions, et on est qui on est. Donc je dis en conscience, parce que si je crie, ou si j'ai eu une attitude qui était pas correcte, ou si j'ai dit quelque chose qui était pas gentil, je vais m'excuser, et je vais expliquer, et je vais dire là j'étais en colère, ou j'étais fatiguée, j'ai dit ça, c'était pas gentil, comment tu t'es senti, enfin voilà. Donc c'est pour ça que j'utilise le terme en conscience, et pas bienveillant. Et voilà, face à toutes ces choses-là, ça a été vraiment des combats, et combat et aventure pour moi, c'est aussi lié dans ma vie, en tout cas d'aujourd'hui, et de maman. Et voilà, je crois que je me suis éparpillée, mais voilà. Ah ouais, moi je trouve que l'aventure, en tout cas pour moi, dans les valeurs que j'y mets, il y a aussi ce positionnement, cette détermination, et c'est quelque part cette force, cette puissance, tu vois, de l'aventurière, et que je retrouve beaucoup dans ton récit, d'affirmer son choix, et de le positionner pour être aligné avec soi-même, quoi. C'est ça. Et c'est difficile, en fait, parce que et ça, c'est un côté positif des réseaux sociaux. Il y a aussi beaucoup de négatifs, mais le côté positif des réseaux sociaux, c'est qu'on peut aussi retrouver des mamans qui comme moi ont été isolées, ont eu des réflexions, ont allaité longtemps, ou ont fait du cododo, et on peut se créer des petits villages comme ça. Et c'est juste ultra important. C'est la base, en fait. Ça légitime. C'est ok, en fait. C'est légitime ce que je vis. C'est ok d'être en colère parce qu'on m'a dit ça, ou c'est ok de pas trouver normal de devoir se battre pour juste élever son enfant comme on veut, ou voilà. Et ce côté un peu guerrière et militante, je l'ai vraiment trouvé pour mes enfants, par mes enfants, et ouais, c'est chouette. J'espère qu'un jour on aura pu le faire, mais il y a encore du chemin. Voilà. Ouais, c'est en chemin. C'est en chemin, tout à fait. Donc ça s'est beaucoup manifesté pour ton fils.
comme tu Oui, me tout à disais. fait, ouais. Numéro 2, oui. Pour tes enfants, ça se... comment je pourrais dire? Tu sens qu'il y a une ligne commune pour les accompagner avec ces valeurs-là, ou t'as l'impression qu'ils viennent te challenger justement à des endroits différents? Ah non, j'ai l'impression qu'ils viennent me challenger à des endroits différents. J'ai l'impression euh, qu'ils touchent tous certains points de ma maternité qui sont pas les mêmes et qui vont pas être au même moment. Et ils ont beau passer par des phases qui sont assez connues, qu'on a documentées, qu'on a essayé d'expliquer. Voilà, je pense aux 2 ans, je pense aux 4 ans. Voilà, je pense à tout ça. Euh, il reste différents tous en fait, et du coup ça se manifeste différemment en fait, vraiment chez tous. Et du coup la réponse elle va pas forcément être la même en fait. Déjà parce que moi j'évolue constamment, parce que je peux avoir essayé des choses avec l'un qui n'ont pas marché et qui vont marcher avec l'autre. Parce qu'à un moment de ma vie, je peux me dire ok, c'est ok d'apporter cette réponse-là, puis à un autre, je vais me dire en fait là non, je suis pas en phase avec ça et je suis pas alignée et il faut revoir le truc. Donc oui non, clairement ils viennent me challenger, chacun vient à leur façon et c'est très bien parce que c'est ça qui va faire qui ils sont. Oui, c'est une fratrie, oui, ils sont élevés par les mêmes parents du coup, euh, mais mais clairement je pense qu'ils ressortiront tous différents et ils le feront aussi différemment avec leurs enfants et c'est chouette. Ils garderont, je pense, ce qu'ils ont besoin de garder et ils laisseront ce qu'ils ont besoin de laisser et ce sera pas forcément les mêmes choses en fait. Même s'il y a des grandes lignes, bien sûr, on essaye vraiment, voilà, d'être à l'écoute des trois. On essaye de faire en sorte qu'ils soient élevés comme des enfants et non pas comme une fille, un garçon, une fille. Euh, Voilà, ça c'est des choses qu'on essaye vraiment de faire au quotidien. C'est pas évident, on n'est pas tout seul. Il y a l'école, il y a l'entourage, voilà. D'essayer de casser un peu les clichés de l'école, ça c'est compliqué, mais oui, un petit garçon ça peut pas pleurer, etc. Moi je suis toujours en train de dire à mon fils que oui, bah il peut pleurer, c'est ok de pleurer, et surtout que j'ai affaire à un hypersensible comme moi. Donc voilà. Ma fille, pareil, quoi. Je lui dis oui, bah c'est ok, tu veux faire l'escalade, tu veux faire du skate, mais vas-y, enfin, vas-y, y a pas de souci. Et bon, résultat, cette année, quand on leur a demandé ce qu'ils voulaient faire, mon fils il m'a dit du judo, ma fille elle a dit de la danse. On s'est regardé avec mon mari, on s'est dit pas bien, l'éducation non genrée, nickel. Mais bon, on va pas non plus aller contre ce qu'ils veulent, puisque finalement ça a été leur choix, et peut-être que l'année prochaine ils feront quelque chose de différent ou qu'ils inverseront. Et ils savent en tout cas que c'est ok. Voilà, on essaye de les ouvrir à plein de choses, au fait qu'une famille c'est pas forcément un papa et une maman, que ça peut être deux mamans, que ça peut être deux papas, que ça peut être juste une maman, que ça peut être juste un papa. Ça c'est des choses qu'on essaye de transmettre beaucoup par la lecture. On lit beaucoup chez nous les livres le soir, c'est le rituel à ne pas manquer. Et donc par les livres on essaye beaucoup de leur faire passer tous ces petits messages là qui sont importants pour nous. Et voilà, la tolérance, le respect, l'écoute des émotions. Voilà, donc ça c'est la ligne de conduite. Mais après, comme je te dis, ils vont prendre ce qu'ils ont à prendre et ce qu'ils veulent prendre et ils laisseront le reste. Voilà. Et toi, à quel moment tu te sens aventurière dans ton quotidien, justement avec tes enfants? Tu parlais des petits moments merveilleux. C'est Oui. c'est quoi ces petits moments? Comment est-ce que ça vient dans ton quotidien? Ben, j'ai l'impression que ça peut être tout bête, mais ça peut être juste inverser le planning de la journée qui est hyper bien rodé. Parce qu'à un moment ou à un autre, ça peut pas se goupiller comme c'est prévu d'habitude. Le repas, il peut pas se faire avant le bain ou inversement. Et du coup, à ce moment-là, ben, on va forcément faire autre chose, mettre en place quelque chose, parce que on sait bien que si on manque un créneau, ben ça peut y avoir des pleurs, peut y avoir de la fatigue, peut y avoir, ça peut être une soirée compliquée. Et ça va être à ce moment-là, ben oui, de faire des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire.
je sais pas, de la peinture dans le bain, manger sur le tapis du salon. C'est vraiment des trucs tout bêtes, mais qui sont pas quotidiens et qui sont vraiment qui sortent du lot. Saupoudrer un peu d'aventure et de de magie dans un truc très cadré, parce que faut pas se mentir, on est un peu obligé avec le rythme de l'école et les trois d'être assez à cheval sur certains trucs, et en fait des fois ça fait juste du bien de switcher et de changer quelque chose et d'accepter que oui, il va y avoir forcément une demi-heure de retard sur le programme, et c'est ok en fait. C'est une demi-heure de chouette et de souvenirs, et voilà. Et tu parlais au début de ton activité de photographe aussi? Oui, oui, oui. Ouais, ça c'est vrai que c'est mon gros projet pour les années à venir, en dehors de ma maternité. Après, je veux d'abord aussi que mes enfants puissent grandir et avoir moins besoin de moi, même si forcément ils auront toujours besoin, mais en tout cas dans le quotidien. Là pour l'instant je suis maman au foyer, ma petite a 1 an, c'est moi qui la garde, voilà, il n'est pas question d'empiéter là-dessus, mais c'est vrai que j'ai vraiment à cœur ce projet de faire de ma boîte qui est ouverte finalement depuis quelque temps maintenant, de la centrer vraiment sur la maternité, sur l'allaitement, sur la grossesse, sur l'enfantement. J'aimerais beaucoup j'aimerais beaucoup photographier en fait des guerrières du quotidien, voilà, des femmes qui accouchent chez elles, des femmes à la tête de familles nombreuses, des femmes qui allaitent, des femmes qui donnent le biberon aussi, voilà, des mamans en fait, tout simplement, parce que c'est ça qui me parle le plus, et c'est vraiment ce que j'aimerais faire avec ma boîte, oui, dans les années à venir, voilà. Et ça, tu le vis aussi, ouais, avec enfin, comment ça se passe? Parce que j'imagine que pour photographier un accouchement, enfin, ça relève aussi vraiment de l'aventure. Il y a le côté imprévu du moment, de comment ça va se passer. Complètement. Après, en vrai, même une séance famille classique, c'est pas du tout. Enfin, on se dit, allez, ça va prendre 1 heure, et en fait, pas du tout. Ça en prend 2, ou ça va prendre 2 heures et ça prend 3/4 d'heure. À partir du moment où il y a des enfants, tout est possible. Donc ça, encore une fois, il y a vraiment même dans quelque chose de très simple, comme une séance famille qui peut paraître simple, ça ne l'est pas en fait. Il faut vraiment. Puis le positionnement, il est différent aussi selon les familles, selon le contact qu'on aura avec la famille, selon leurs besoins. Est-ce qu'ils vont avoir besoin de beaucoup de présence et de beaucoup de guides, ou est-ce qu'ils vont avoir besoin que je sois un peu plus discrète et que je sois là sans être là? Ça va pas du tout donner les mêmes photos, ça va pas du tout donner la même chose, et c'est chouette. C'est chouette. Toi, t'as fait un cursus enfin, je sais pas comment ça se passe pour les photographes, ou c'est genre, pas du tout. Tu t'es formée sur le tas, en autodidacte, ou C'est ça. En fait, c'est la naissance de ma fille, hein. J'ai eu mon premier appareil photo pour la naissance de ma grande, et oui, ce besoin en fait de figer le temps qui passe trop vite quand on a des enfants, de figer chaque chose, ses petits traits, ses petites mains, ses petits yeux, son petit nez qui est plus du tout le même aujourd'hui, ses premières fois, ses bains, tout en fait, et ça a commencé comme ça, et je pense que c'est aussi pour ça que c'est ça que je veux faire avec cette boîte, c'est parce que c'est ça qui m'a donné l'envie en fait de faire des photos, c'est mes enfants. Et oui, enfin, là pour ma 3e, mon allaitement s'est pas du tout passé comme je voulais, il s'est arrêté très tôt, et voilà, et heureusement que j'avais mon appareil et que mon mari a bien voulu figer ces moments-là, et que je les ai. Ça, voilà, c'est là, c'est à vie, et ça a existé, et j'en ai une trace qui s'effacera pas. Et c'est trop chouette, et c'est ça que je veux pouvoir donner aux autres en fait, aux autres mamans. C'est ces traces-là et ces souvenirs de ces instants-là qui passent beaucoup trop vite. Ouais, c'est des moments précieux qu'on peut garder près de soi.
Oui. Puis pour mes enfants, je sais que moi, je leur fais un album quasi, enfin en gros tous les mois, il y a des photos que je colle dedans et ils repartiront avec leurs albums. Je sais pas, peut-être qu'ils en auront 10, 10 qu'ils aient 18 ans, vu le nombre de photos que je colle dedans, euh, mais c'est précieux en fait, je trouve, de pouvoir se rappeler de leur enfance, de ce qu'ils ont fait avec leurs frères et sœurs, de ce qu'ils ont partagé, des vacances chez les grands-parents ou des après-midi dessins à la maison, des galettes des rois et des balades en famille. Et tout ça, en fait, ça va être pour eux de la transmission aussi à leurs conjoints, à leurs enfants. Euh, oui, c'est vraiment précieux. J'ai l'impression que moi, j'ai pas assez de souvenirs de mon enfance en photo. Et ouais, j'avais ce besoin-là et donc oui, c'est pour eux, ce sera très important et pour moi aussi, sans doute. Peut-être un jour, je perdrai la mémoire, on ne sait pas. Mais j'aurai les photos pour me rappeler qui j'étais à ce moment-là et cette maman que j'étais à ce moment-là et c'est chouette. Tu me parlais aussi avant de ton accouchement avec ton fils. Oui. Pour ta troisième et du coup en projet. Ouais. Alors pour ma troisième et j'ai rompu la poche des os à 34+6. Faut croire que je suis abonnée au 35. Du coup j'ai été hospitalisée, puis ensuite en HAD, donc en hospitalisation à domicile, puis déclenchée à 37 semaines. Pas le choix. C'est le protocole. J'ai beaucoup eu de mal là pour le coup. Moi qui suis adepte du lâcher prise et de l'acceptation, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup refusé cette deadline, cette date qu'on a choisie pour elle, pour moi, qui juste pour moi voulait rien dire. Enfin, c'était très compliqué. Heureusement, je suis tombée sur une sage-femme qui était encore là, beaucoup dans l'écoute, et j'ai eu beaucoup de chance que ce soit elle. Déjà, elle a le prénom de ma grand-mère que j'ai perdu, donc ça m'a fait beaucoup de bien. C'était tout bête, mais c'était vraiment quelque chose qui m'a fait du bien. Et puis, elle a vraiment compris en fait que pour moi, c'était violent d'être là, que ça se passe comme ça, que j'ai pas choisi le moment ni la façon. Donc, elle a vraiment essayé jusqu'au bout de faire venir ma dernière petite, donc qui s'appelle Noé, hein, qui a un beau prénom d'aventurière aussi. Mais bon, il a fallu passer par l'ocytocine. Donc, j'ai été mise sous ocytocine de synthèse dès le matin. J'ai accouché à 19h46, donc très long. En augmentant les doses à chaque fois d'ocytocine, elle me disait, est-ce que vous voulez la péri? Non. Et j'ai tenu comme ça jusqu'à 19h40. À 40, elle me dit, soit j'augmente l'ocytocine, mais je vous mets la péri, soit on arrête tout et on reprend demain. Alors là, j'ai dit, ça va pas être possible. En fait, je suis là depuis ce matin, je souffre pour rien. Mon col était à 2, il bougeait pas, malgré les doses d'ocytocine qu'on me mettait. Donc je lui dis, bah ok, tant pis, péri, et bouger l'ocytocine, mais enfin, là, c'est stop. Moi, je peux plus, en fait. Et au moment où la dame qui est venue me poser la péri est entrée, elle a été très gentille. Elle m'a dit, c'est vous qui avez tenu jusqu'ici sans péridurale. Bravo, vous êtes courageuse, vous êtes forte. Et vraiment des mots très bienveillants et très entourants. Donc c'était très bien à ce moment-là, j'en avais besoin. Et en fait, comme elle m'a posé la péri, je me suis rassise et j'ai dit à ma sage-femme, Jeanne, j'ai mal, mais vraiment. Et elle me dit, ben c'est normal, il faut le temps que la péri fasse effet. J'ai dit, non, vraiment, là, j'ai mal. Et en fait, elle a regardé, elle m'a dit, ben en fait, elle est là, votre fille. C'est-à-dire qu'au moment où elle m'a posé la péri, le col a lâché. Enfin, mais vraiment en une demi-seconde. Et donc, la péri était posée, je sais pas, à 41, quoi, 41, 42, et ma fille sortie à 46. Donc, en fait, ouais, voilà. Donc, j'ai même pas compris, en fait, ce qui m'arrivait. Donc c'était un accouchement un peu éclair pour le coup, du coup, à partir du moment où le col a lâché. Donc voilà pour ma troisième, une sacrée aventure aussi. Le corps a des capacités incroyables quand même. De fou. Et je pense qu'il y a beaucoup du mental aussi parce que ma sage-femme de ce soir-là devait partir à 20h. Et je m'étais dit, mais je veux accoucher avec elle. Je veux qu'elle soit là. J'ai besoin qu'elle soit là, en fait. C'est elle qui m'a suivie, parce que pour la petite histoire, c'est elle qui était là le jour où j'ai rompu la poche des os aussi. Donc elle était partie sur un accouchement
physiologique. Elle avait bien compris que j'avais un projet d'accouchement à domicile, etc. Et donc elle était vraiment trop à fond, trop contente pour moi. Et comme c'était trop tôt, elle s'est dit mais vous inquiétez pas, on va faire le bain, on va tout faire comme vous voulez, mais ici. Donc elle était vraiment à fond avec moi et en fait ça s'est jamais déclenché. Le personnel médical était sûr que j'allais accoucher avant les 37, enfin voilà, selon leurs chiffres, sauf qu'en fait ça s'est pas du tout passé comme ça. Et donc quand je suis revenue à 37 et que j'ai su que c'était elle qui était là, j'étais trop contente, j'étais soulagée, je me suis dit elle sait en fait toute l'histoire, je vais pas être obligée de répéter, je vais pas être obligée de dire que c'est violent pour moi d'être là. Oui, c'est un beau jour, mais non, je suis pas bien parce que c'est pas comme ça que je voulais le vivre. Et c'est vachement important en fait. La naissance et ce qu'on y projette, c'est important pour la suite en fait et pour la relation avec nous-mêmes, avec le conjoint, avec le bébé, ce qui va se mettre en place après, c'est très important. Et un accouchement traumatique, on sait que ça peut avoir des conséquences longtemps après. Donc j'étais contente que ce soit elle. Et donc quand elle m'a dit par contre je vais devoir partir à 20h, je me suis dit mais non, non. Et donc je pense qu'à partir de ce moment-là, le mental a fait le reste en fait. Je me suis dit mais là non en fait. J'ai décidé que j'accouchais maintenant, j'accouche maintenant. Et le col a suivi en fait. Donc voilà, troisième accouchement assez rock, wow. On va dire. Voilà. Et donc oui, pour ce petit secret que je t'ai confié du coup quelques instants avant, j'aimerais bien du coup pour ce bébé à venir, je vais me donner les moyens et j'espère que mon corps suivra jusqu'au bout d'accoucher à la maison. Toute seule avec mon conjoint, mes enfants s'ils sont là ou pas selon leurs souhaits à voir vu leurs âges respectifs. Ouais, vraiment c'est de me réapproprier mon corps. Je sais que je sais faire. Je sais que plus il y a d'intervention et moins la tête elle raccroche et moins le cerveau essuie et moins ça se passe dans la physiologie. C'est des choses que j'ai pu voir avec ma fille. J'ai eu beaucoup de chance pour mon deuxième d'accoucher de manière physio, sans péri, sans rien. Donc je sais en fait, je sais ce que c'est un accouchement avec péri, je sais ce que c'est un accouchement physio et je sais ce que c'est un accouchement avec de l'ocytocine qui n'est pas naturelle. Donc vraiment j'ai tout vu, sauf ça que je veux depuis le début. Donc j'espère vraiment y arriver. C'est un dernier bébé, donc c'est un peu la dernière chance de prendre cette revanche là. Même si aujourd'hui j'ai accepté mes accouchements tels qu'ils étaient, c'est quelque chose que je garde au fond de moi et j'espère avoir cette magie là pour ce bébé là à venir. Voilà. De vivre cette aventure de l'accouchement à la maison. Ouais, et puis je suis un peu biaisée parce que j'ai l'inconvénient et l'avantage de vivre avec un ingénieur. Et c'est vrai que dès le début, il s'est renseigné sur l'accouchement à domicile et lui tout de suite qui est très terre à terre, très cartésien, très dans les chiffres, il m'a tout de suite dit mais en fait il n'y a pas de raison que ça se passe mal quoi. Dans les chiffres ça se fait partout ailleurs en fait, dans beaucoup d'endroits et c'est en France que c'est pas du tout accepté et reconnu et les chiffres montrent qu'il n'y a pas de souci quoi. À partir du moment où l'accouchement est physio, tout va bien et donc ça, pour le coup ça a été rassurant de ce côté-là de se dire oui on est deux dans ce projet et puis je suis biaisée aussi parce que j'ai la marraine de ma grande qui a accouché il y a un mois et qui a eu un accouchement magnifique à domicile. Donc voilà, et elle a raconté tout son récit sur les réseaux. Donc alors moi, j'ai pleuré tout ce que je pouvais de joie pour elle et de me dire waouh, mais quelle puissance, quelle guerrière, quelle force et quelle beauté de la nature. Et oui, le corps c'est créer la vie et il sait la donner aussi et voilà et j'aimerais bien pouvoir le faire comme je l'entends et comme ça vient en fait. Voilà. Et est-ce que tu te prépares pour une telle aventure ou est-ce que tu le fais en suivant vraiment le flow et en me disant que tu verras sur le moment? Comment tu... Alors, je m'étais beaucoup préparée pour mon fils, un peu moins pour ma fille parce que ayant été déçue, j'avais juste
c'est la base. Et là vraiment, non, j'ai vraiment envie de suivre le flow, de suivre mon cœur, de suivre ce que je ressens sur le moment, ce qui se passe, ce qui vient. En fait, d'être jusqu'au bout dans cette acceptation de c'est l'aventure de toute façon. Et on a beau prévoir une trame, un plan, préparer un endroit de la maison où on veut accoucher, si ça se trouve, ça va pas du tout être là. Donc non, je vais vraiment être dans le comme ça vient. Et je pense qu'il y a que comme ça que je pourrais bien vivre le fait que s'il faut partir de la maison, c'est ok en fait. C'est parce que sans ça, je me suis trop projetée dans quelque chose de très précis pour mon fils, pareil pour ma fille, et ça a été trop dur en fait l'après. Et là vraiment, ouais, l'idée c'est laisser de laisser le truc venir en fait, et de laisser bébé aussi choisir son moment, et de pas forcément être à l'écoute de il y a une date. Je repense à mon ami encore là, mais son fils est né quand même à 6 jours post-terme, donc je te fais pas un dessin sur la pression qu'elle a pu recevoir de la part des médecins quand elle a été consultée, hein, forcément. Heureusement, la deuxième fois, elle est tombée sur quelqu'un de bien, mais la première fois, ça a été compliqué pour elle. Déjà que elle c'était long pour elle, et que voilà. En plus, il y a la culpabilité derrière, comme si on avait besoin de ça en tant que mère. La culpabilité maternelle est un gros sujet, mais voilà. Et du coup, j'ai pas envie d'avoir voilà ces déconvenues, ces pressions de date, et voilà, tout sera comme lui le veut, comme lui ou elle, hein, je sais pas, et on veut pas savoir, mais voilà, et tout se fera sur le moment, voilà, comme ça doit, et ce sera très bien. Voilà. Ouais, donc vraiment connecté à ton intuition, et puis c'est ça. ouverte à la vie, quoi. Ouais, c'est vraiment les deux mots, ouais, connectée et ouverte, et vraiment c'est important pour moi aussi de me reconnecter à moi, parce que dans la vie de tous les jours, on est un moment où on s'oublie parfois dans le quotidien, et là pour le coup c'est voilà, pour l'instant il est dedans moi, c'est moi sa maison, donc en fait c'est moi que je dois écouter, c'est moi qui décide et qui choisit, et on va choisir ensemble, et on va se parler lui et moi, et on va aller là où on veut aller tous les deux en fait. Donc voilà. Et cette aventure-là, comment ça se passe avec ton conjoint, justement, c'est une aventure aussi de famille. Oui, oui, mais je l'avais déjà convaincu pour mon fils et pour ma fille. Bon, pas sur l'ANA, plutôt sur la AD. Mais du coup, ayant des amis très proches qui ont vécu un ANA récemment, je pense que voilà, ça devrait finir par germer. C'est pas du tout fermé de ce côté-là. Et puis, je pense qu'il sait maintenant que quand il s'agit de mes enfants ou de la santé de mes enfants, je suis capable de ne plus me voir moi, et de me dire ok, là c'est l'enfant la priorité, donc si je sens que il faut partir, ou s'il faut partir pour une raison ou une autre, je le ferai en fait. Je peux être bornée sur plein de choses, quand je veux quelque chose je le veux, et voilà, mais quand il s'agit de mes enfants, c'est toujours la priorité en fait. Donc je pense que pour lui c'est juste encore plus chouette de faire ça ensemble que nous. Et je pense qu'il me sait capable, et je le sais capable, et on se sait du coup capable. Donc voilà, c'est je pense aussi important pour lui, pour moi. Puis vraiment cette idée de toutes ces premières fois qui sont des dernières fois, c'est juste encore plus génial en fait, parce qu'on s'est pas du tout projeté comme ça pour Noé. Pourtant on s'était peut-être dit que c'était la dernière sans vraiment se le dire, en se disant que 3 c'était déjà du taf, et voilà. Mais on s'était pas non plus projeté dans c'est le dernier bébé, c'est la dernière grossesse, c'est la dernière naissance, c'est voilà. Et là vraiment, si il y a cette conscience là en plus, et du coup tout est encore plus magique. Enfin là, l'annonce de grossesse que je lui ai faite, elle était toute simple, mais je l'ai vue vraiment 1000 fois plus émue que pour les 2 autres, alors qu'il les voulait autant. Mais c'est ce côté là de c'est la dernière fois qu'on voit une petite barre apparaître
sur un test. Enfin, c'est magique en fait. Ouais, ça a une saveur un peu particulière. Ouais, c'est ça. La conscience de, c'est toutes ces premières fois qui sont les dernières fois et c'est génial. Eh ben, merci Amélie pour ton témoignage. Merci à toi de m'avoir écouté. Sur toutes ces valeurs d'aventure que tu incarnes au quotidien avec ta famille et avec toi-même aussi. Oui. Je te souhaite du coup une bonne grossesse et merci. Et un accouchement qui soit tel qu'il va être en fait finalement. Voilà, c'est ça. C'est ça. À bientôt Amélie. À bientôt. J'espère que ce partage t'aura inspiré. Dans quels instants du quotidien mets-tu de l'aventure ? Si tu as envie de le partager avec moi ou avec les autres auditeuristes, tu peux me laisser un commentaire sur ton appli de podcast ou venir en message privé ou en commentaire sur le compte Instagram dansleventre2.venus. À très bientôt et je dirais même à dimanche prochain.